travaux de notre commission. Dans le cadre de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, nous accueillons ce matin Madame Anne Thiébaut, directrice des risques professionnels de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Madame Thiébaut, très heureux d'ailleurs de vous retrouver à cette place pour nous parler du PLFSS. Rappelons que le PLFSS fait apparaître une prévision d'excédent pour 2025 ramenée à 0,2 milliard d'euros, ce qui est un peu nouveau pour la branche, en tous les cas dans sa tendance, assortie d'une prévision de retour à des déficits modérés pour les années suivantes. Pour ce qui concerne les mesures relatives à la branche, outre le traditionnel reversement de la branche AT-MP à la branche maladie, porté à 1,6 milliard d'euros, on relève principalement la réforme de l'indemnisation en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle qui figure à l'article 24. Madame Thiébaut, je vais à présent vous laisser commencer cette audition par un propos liminaire dans lequel vous nous donnerez la vision de votre caisse sur le PLFSS et plus particulièrement sur la branche AT-MP. Puis très rapidement, nous ouvrirons le débat avec l'ensemble des commissaires et je donnerai en premier lieu la parole à notre rapporteur de branche AT-MP, Marie-Pierre Richer, qui est ici, qui aurait pu d'ailleurs venir devant, voilà, qui, en tout cas Marie-Pierre Richer, qui est pour nous notre interlocutrice concernant la branche et les travaux menés. Voilà, Madame la directrice, je vous laisse maintenant la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Effectivement, je suis ravie de vous retrouver cette année pour ce PLFSS 2025 et comme vous l'avez dit, je me permettrai de reprendre ce point pour démarrer mon intervention, la situation financière de la branche AT-MP qui était excédentaire depuis une dizaine d'années, dans les prévisions en tout cas portées par ce PLFSS, se voit revenir à un solde équilibré, voire négatif à compter de 2026. Ceci étant lié à un ensemble de mesures prises cette dernière année. Alors en termes de recettes, c'est évidemment l'impact de la baisse du taux de cotisation lié au switch avec la réforme des retraites, puisque c'est une contrepartie d'une baisse du taux de cotisation AT-MP avec un pas supplémentaire en 2026. C'est, comme vous l'avez aussi signalé, Monsieur le Président, la réévaluation à la hausse du coût de la sous-déclaration en vertu du rapport remis au Parlement cet été qui porte le transfert d'1,2 milliard en 2024 à 2 milliards d'euros en 2027, soit la fourchette basse des conclusions de ce rapport. Et puis en termes de dépenses également, n'oublions pas de nouvelles dépenses et de nouveaux investissements de la branche en matière de lutte contre l'usure professionnelle avec la création du fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle qui est doté d'1 milliard d'euros d'ici 2027. Également la branche AT comme la branche maladie se trouve dans une dynamique de croissance des indemnités journalières en termes de dépenses. Et vous l'avez également évoqué, l'article 24 de ce PLFSS qui porte une amélioration de l'indemnisation de l'incapacité permanente et donc une perspective de hausse des dépenses en conséquence. Voilà pour, on dira, les chiffres, en tout cas, du PLFSS concernant la branche accident de travail et maladies professionnelles. Peut-être un point plus contextuel sur la sinistralité des accidents de travail et des maladies professionnelles. C'est un sujet évidemment sous-jacent de ce PLFSS, mais également évidemment majeur pour l'actualité de la branche. Peut-être se dire qu'en 2023, puisque c'est la dernière année complète sur laquelle nous avons un recul et le rapport annuel de la branche va bientôt être public, les chiffres de la sinistralité confirment finalement ceux de 2022, c'est-à-dire qu'on est comparativement à cette rupture qui a marqué la période de la crise sanitaire en 2020, on ne retrouve pas la sinistralité précédente. On est à peu près à 13% de moins en volume de nombre d'accidents de travail et de maladies professionnelles par rapport à 2019, avec une baisse continue des accidents de travail. Donc on a une fréquence d'accidents de travail qui est vraiment en dessous, avec un plancher marqué, une rupture autour de la période de la crise sanitaire. On est sans doute dans le reflet de nouveaux modes de travail aussi, puisqu'évidemment, on est de fait embarqué par les évolutions macro du monde de travail sur la sinistralité afférente. On avait connu à peu près la même chose autour de la crise financière de 2008-2009, avec préalablement une fréquence d'accidents de travail très haute,
qui a marqué vraiment le pas entre 2008 et maintenant 2020, et on est de nouveau à un pas inférieur. Donc voilà pour les évolutions un peu macro des accidents de travail en France. C'est moins le cas sur les maladies professionnelles et les accidents de trajet, dont les volumes ne sont pas comparables. Donc en volume, ce ne sont pas eux, évidemment, qui embarquent la majorité du million de sinistres que nous prenons en charge chaque année. Pour autant, les accidents de trajet sont en très forte augmentation, à plus de 5% en 2023, et les maladies professionnelles à plus 7% également en 2023, avec une tendance continue dans l'augmentation des prises en charge, en particulier au regard des risques psychosociaux ou des troubles musculo-squelettiques. Donc voilà pour la situation de la sinistralité un peu globale. Et puis en termes d'actualité de la branche, évidemment, l'actualité majeure, c'est la signature de la COG AT-MP, donc la dernière des conventions d'objectifs et de gestion de l'institution de sécurité sociale. Mais les bonnes choses viennent à leur temps, avec une signature de la COG en juillet 2024, qui porte voilà, des points plutôt positifs à mettre en exergue, hein, une augmentation des moyens consacrés à la prévention des risques professionnels, tant sur les ressources humaines de la branche que sur ses ressources financières. Des ambitions explicites d'amélioration sur la prise en charge et l'indemnisation des victimes, mais on y reviendra sur cet article 24 autour de la capacité permanente. Des enjeux évidemment sur la tarification et également sur la gestion du compte professionnel de prévention, hein, l'ancien dispositif pénibilité que certains d'entre vous connaissent à l'évidence et qui a été repris en gestion par la branche, donc avec un enjeu de développement et de plus grande prise en charge des facteurs de pénibilité identifiés. Et puis voilà, des enjeux évidemment autour du fonctionnement de la branche, comme habituellement pour toute branche de la sécurité sociale. Et puis je peux conclure ce propos introductif, mais je ne doute pas que nous y reviendrons sur l'article 24 et l'amélioration de l'incapacité permanente, puisqu'à l'issue d'une période intense de travail entre partenaires sociaux, État et la Caisse nationale d'assurance maladie, le texte qui est proposé dans ce PLFSS porte une évolution législative importante, qui a réconcilié à la fois, en tout cas nous l'espérons, les attentes de la Cour de cassation, hein, répétées ces 10 dernières années, attentes d'amélioration de l'indemnisation. Et donc on a effectivement une indemnisation objective qui est portée par ce texte pour l'ensemble des bénéficiaires de rente. C'est à peu près 33 000 personnes chaque année. Et puis également l'attente plutôt des partenaires sociaux de réintégrer la nature duale de la rente, c'est-à-dire de consacrer une rente qui indemnise tant les préjudices d'ordre professionnel que la perte fonctionnelle, c'est-à-dire plutôt proche d'une perte de facilité dans la vie courante. Et donc on réintègre bien cette nature, la double nature de préjudice indemnisé dans le calcul de la rente demain, grâce à cet article du PLFSS, ce qui n'était pas le souhait de la Cour de cassation, hein, qui avait posé une indemnisation de la rente uniquement sur les préjudices d'ordre professionnel, mais qui permet, à notre sens en tout cas, d'équilibrer les choses durablement et, encore une fois, en améliorant au global le financement de ces séquelles conséquentes à des accidents de travail ou des maladies professionnelles, sans modifier l'actuel calcul de la part professionnelle, qui nous semblait aussi une chose importante, en renvoyant évidemment aussi au réglementaire pour la rédaction fine des barèmes nécessaires à l'application de cette disposition. Voilà, Monsieur le Président, pour mes propos. Merci, Madame la Directrice. Et donc, je vais maintenant tout de suite donner la parole à notre rapporteure, Marie-Pierre Richer, pour les premières questions. Merci, Monsieur le Président. Madame la Directrice, ma première question porte sur la situation financière de la branche qui pourrait se retrouver, un peu contre toute attente, dans une situation déficitaire dès 2026, avec un solde prévisionnel négatif de 400 millions d'euros. Cette évolution est principalement due à l'augmentation perpétuelle des montants de transfert à la charge de la branche. C'est-à-dire que la branche AT-MP, financée par les seuls employeurs, a été utilisée comme une variable d'ajustement pour soutenir d'autres entités déficitaires, notamment la branche maladie. Dans la même veine, voilà 2 ans que les besoins du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, FIVA, sont en nette hausse. Cela reflète d'une part la dynamique des dépenses et d'autre part l'épuisement du fonds de roulement de l'établissement qui appelait de toute façon à un rebasage de la dotation. Les besoins financiers du fonds sont incontestables et avérés.
Le renforcement des moyens alloués était donc une nécessité. Toutefois, je m'interroge sur la répartition de l'effort entre la branche AT-MP et l'État. Alors que la branche a plus que doublé sa dotation en 2 ans, l'État n'a pas augmenté sa dotation d'1 centime, si bien qu'il n'apporte aujourd'hui plus que 1,5% des recettes publiques du fonds. Cette situation a de quoi interpeller quand on sait que près d'1 cinquième des victimes indemnisées par le FIVA sont des victimes environnementales qui ne relèvent pas de la responsabilité de la branche AT-MP. Ma question est donc claire. Alors que la hausse vertigineuse des transferts plongera la branche dans le déficit dès 2026, des discussions ont-elles lieu pour que l'État prenne enfin sa juste part dans le financement du FIVA? Ensuite, j'en viens à l'article 24 du PLFSS. Cet article propose des modifications majeures concernant les modalités de calcul des prestations d'incapacité permanente versées par la branche AT-MP. Je me félicite que la proposition des partenaires sociaux ait cette fois pu faire l'objet d'une retranscription fidèle, nous ne sommes plus à l'article 39, qui permettra d'augmenter l'indemnisation versée par la branche pour toutes les victimes de sinistres professionnels. Le rapport que j'ai rédigé avec ma collègue Annie Le Houerou proposait quelques pistes complémentaires afin de mieux répondre aux enjeux concernant les victimes de fautes inexcusables de l'employeur, notamment leur ouvrant droit à convertir une partie de leur rente fonctionnelle en capital, indépendamment du taux d'incapacité dont ils sont atteints. On pourrait par exemple imaginer que la majoration de la part fonctionnelle de leurs prestations, versée par l'employeur fautif à la caisse sous forme de capital, puisse leur être directement reversée sous forme de capital. Une telle solution vous semblerait-elle réalisable techniquement pour les caisses? Sinon, d'autres solutions vous semblent-elles envisageables afin de renforcer l'indemnisation des victimes de fautes inexcusables de l'employeur? Enfin, alors que le PLFSS pour 2025 prévoit une baisse réglementaire du plafond d'indemnité journalière pour la branche maladie, afin d'endiguer la forte dynamique des dépenses associées, aucune évolution n'est prévue pour la branche AT-MP. Comment les indemnités journalières versées par la branche AT-MP ont-elles évolué en 2024 et de combien estimez-vous qu'elles pourraient être augmentées en 2025? Des mesures de modération sur le modèle de celles présentées pour la branche maladie sont-elles envisagées et vous semblent-elles nécessaires pour l'équilibre de la branche AT-MP? Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure. Madame la directrice, je vous laisse répondre. Merci Madame la rapporteure. Alors effectivement, pour reprendre vos différents points, alors quant à la situation financière de la branche, effectivement, et je le disais en introduction, il y a une augmentation de la part du transfert consacré à la sous-déclaration. Pour autant, c'est une augmentation ou une estimation, une évaluation financière qui repose sur un travail technique et scientifique qui a été mené par les membres de la commission et qui vise à compenser des dépenses non réalisées sur la branche. Donc si cette part pouvait baisser, et c'est une motivation pour y travailler en tout cas, ce seraient des dépenses de risque et des dépenses de prestations qui auraient lieu sur la branche. Donc de fait, qu'elles soient en transfert ou qu'elles soient en dépenses de prestations, voilà, je ne suis pas sûre que ce soit ce transfert-là en particulier qui soit réellement à l'origine, enfin qui soit complètement déterminant dans la situation financière de la branche, puisque de fait, ce sont des dépenses qui se retrouveraient en risque si elles n'étaient pas forfaitisées dans cette compensation de la sous-déclaration. Et puis de fait, la situation financière de la branche que vous exposez et qui effectivement est plutôt innovante au regard de ce qu'on a connu ces 10 dernières années, elle est aussi liée à des dépenses supplémentaires, des dépenses de prévention avec la création du FIPU qui pèse tout de même à hauteur d'1 milliard d'euros d'ici 2027, avec les dépenses d'indemnisation liées à l'incapacité permanente, nous l'avons dit. Donc on n'est pas uniquement sur un poids de transfert supplémentaire, il y a une baisse de recettes aussi à noter. Concernant votre question sur le FIVA, je crois qu'elle s'adresse plutôt au service de l'État qu'au nôtre, dans la mesure où effectivement il y avait un financement État, notamment par la taxe tabac, me semble-t-il, qui n'existe plus aujourd'hui. Voilà. Mais je n'ai pas connaissance de discussion à ce jour qui ouvrirait sur la réintroduction d'un financement État supplémentaire au regard de la branche.
votre question sur l'article 24 est effectivement un point de discussion qui reste devant nous et qui sera traité, je pense, plutôt par la voie réglementaire, mais qui ouvre en tout cas plusieurs possibilités sur la partie capitalisée du versement des rentes. C'est effectivement un sujet important parce que de fait, selon la situation des victimes, selon leur incapacité, leur taux d'incapacité également, il peut y avoir une réparation qui relève réellement d'une capitalisation directe pour investir, parce que l'assuré aura besoin, pour compenser son handicap, d'investir tout de suite et pas forcément uniquement d'être sur une réparation de long terme et viagère. Donc je vous rejoins sur ce point. J'ai bien pris connaissance effectivement du rapport que vous avez contribué à publier et je pense effectivement qu'il y aurait une logique à capitaliser la partie du DFP en cas de faute inexcusable de l'employeur, si c'est bien la proposition que vous avez formulée, dans la mesure où nous-mêmes, du côté des caisses primaires d'assurance maladie, nous récupérons en capital ce versement de la faute inexcusable de l'employeur. Donc il y aurait une certaine logique à le refacturer quelque part ou le reverser plutôt en capital aux assurés. Donc ça me paraît être une proposition tout à fait entendable et travaillable en ce sens. En termes d'autres propositions, et pour revenir sur la motivation que j'exposais tout de suite, c'est-à-dire le besoin dans certaines situations pour des assurés qui auraient une incapacité relativement lourde d'investir sur un moyen de déplacement automobile par exemple ou des aménagements particuliers dans leur vie quotidienne, je pense aussi qu'envisager une capitalisation totale ou partielle, je ne sais pas, mais d'une partie de la compensation du déficit fonctionnel pour les assurés qui malheureusement auraient de très forts taux d'incapacité permanente serait aussi une réparation intéressante du point de vue des victimes. Voilà. Donc ça peut faire partie des pistes à explorer. Aujourd'hui, ça n'est pas calé, c'est renvoyé évidemment à des discussions et des concertations complémentaires, mais je pense qu'on a en tout cas un levier d'amélioration de la réparation qui est tout à fait significatif avec cette mesure et sa traduction notamment sur cet aspect capitalisé. Enfin, vous évoquez les mesures relatives aux indemnités journalières en maladie. Alors, elles sont évidemment de fait répercutées sur les indemnités journalières accidents de travail pour ce qui concerne leur prévention, pas la mesure relative au plafond, mais pour ce qui concerne leur prévention. Donc, de fait, les actions menées par l'assurance maladie sur les dépenses et sur la gestion du risque en matière d'incapacité temporaire cette fois, donc les actions vis-à-vis des assurés, ce sont les contrôles menés par le service médical de l'assurance maladie sur les indemnités journalières, embarquent aussi les indemnités journalières du risque AT-MP selon les mêmes critères. Les actions menées en accompagnement ou en contrôle des professionnels de santé embarquent aussi les prescriptions d'accidents de travail et de maladies professionnelles de la même manière, puisqu'on est complètement adossé au traitement et à l'instruction des indemnités journalières assurance maladie et risques professionnels. Et puis, je pourrais souligner une action peut-être un peu plus récente vis-à-vis des entreprises, en tout cas dans une logique d'accompagnement des entreprises ou de sensibilisation des entreprises au taux d'absentéisme, qu'il soit maladie ou accident de travail et maladie professionnelle, puisque nous avons mis en place en initiative de la CNAM et avec le réseau des organismes de sécurité sociale, des campagnes annuelles où nous allons, où les directeurs de caisse vont à la rencontre des chefs d'entreprise qui présentent un absentéisme atypique, c'est l'expression consacrée, par rapport aux entreprises de leur secteur. Donc nous allons regarder si, au regard des dépenses d'indemnité journalière, maladie et accident de travail et maladie professionnelle, si ces dépenses sont 3 ou 4 fois supérieure à la moyenne du secteur d'activité dans lequel l'entreprise évolue. Nous provoquons une rencontre avec l'entreprise. Alors c'est de la sensibilisation et de l'accompagnement. Il n'y a aucune démarche évidemment coercitive sur ce sujet-là, mais pour mettre et donner au chef d'entreprise des éléments comparatifs qu'il n'a pas forcément en tête, évoquer avec lui évidemment, mais ça en général il l'a bien en tête, les impacts en termes de désorganisation ou les difficultés au regard de son activité, les traduire aussi financièrement et en coût pour l'activité, pour lui, pour la collectivité, pour lui. Et puis derrière, nous proposons sur la branche accident de travail et maladie professionnelle de le renvoyer à un accompagnement par des préventeurs de la branche accident de travail et maladie professionnelle qui sont en CARSAT et qui peuvent accompagner sur un certain nombre de programmes
pour prévenir la survenue des troubles musculo-squelettiques ou des risques psychosociaux, puisqu'il existe des solutions de prévention qui sont promues par nos organismes régionaux. Et donc, on propose à ces entreprises qui sont dans des situations particulièrement fortes de pouvoir être accompagnées sur ces sujets-là. Donc, on vient avec un diagnostic, un constat, et puis on essaye aussi de contribuer à la solution, même si, évidemment, elle est dépendante de chaque entreprise et souvent très individualisée. La seule limite à cette action qui fonctionne très bien, puisqu'on en est à notre 3e campagne et on est capable aujourd'hui de dire que les entreprises accompagnées dans les années qui suivent voient plutôt une baisse des indemnités journalières de leurs salariés. Alors, toute proportion gardée, et ça doit s'inscrire évidemment dans la durée. Il faut prendre évidemment des précautions. Personne n'a la martingale ultime sur ces sujets-là. Évidemment, ceci concerne les grandes entreprises, les entreprises de plus de 150 salariés, pour des raisons de secret statistique. Il n'est pas question que l'entreprise puisse reconstituer les arrêts maladie dont on parle, qui sont, et je le dis au passage d'ailleurs, qui n'embarquent dans leur méthode de ciblage aucune donnée médicale. Voilà, pour illustrer ma réponse à votre interrogation. Merci, Madame la directrice. Donc, nous allons maintenant ouvrir le débat. Et donc, je donne la parole à Annie Le Héroux. Merci, Monsieur le Président. Donc, Madame la directrice, merci pour vos propos liminaires. Vous indiquez que 13% des accidents du travail sont en baisse. C'est vrai, mais ça cache aussi des disparités en fonction des différents secteurs d'activité. Et malheureusement, concernant les maladies professionnelles, vous citez 7% d'augmentation, donc ce qui n'est pas acceptable. Et concernant donc la prévention, le rapport sur la branche AT-MT que j'ai rédigé avec Madame Richer, donc fait un constat simple, celui d'un sous-investissement chronique de la branche en la matière. Le rapport préconise donc un choc d'investissement inédit en matière de prévention afin que les dépenses associées représentent à terme 7% des dépenses de la branche. Ma question est double. Quelle part du budget de la branche sera-t-il consacrée à la prévention en 2025 ? Vous avez donné quelques chiffres jusque 2027. Et quels sont les actes forts de la branche et celles que la branche étudie afin de prendre enfin ce virage préventif? Y a-t-il un plan structuré? Vous avez indiqué quelques pistes de communication auprès des chefs d'entreprise, mais les PME notamment, le secteur médico-social en particulier, est particulièrement affecté. Donc, quel plan d'ampleur pouvez-vous nous indiquer entreprise sur cette question de la prévention? Ma deuxième question porte sur la procédure complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles. Dans l'accord national, donc l'ANI du 15 mai 2023, les partenaires sociaux ont exprimé le souhait de diminuer de 25 à 20% le taux d'incapacité permanente minimale pour ouvrir droit à la reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau. Notre rapport soutient bien sûr cette évolution et préconise même d'aller plus loin lorsque ce sera possible. Pour autant, il semble que les mesures nécessaires à la transposition de cette demande des partenaires sociaux n'aient pas encore été prises. Quand doit-on s'attendre à ce que le taux d'incapacité minimale pour accéder à la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles hors tableau diminue? Et pourquoi cette évolution n'a-t-elle pas encore été mise en œuvre plus d'1 an et demi après l'ANI? Merci. Merci beaucoup. Je continue les interventions. Je donne la parole maintenant à Pascale Gruny. Oui, merci, Monsieur le Président, Madame la Directrice. Moi, je vais vous demander des choses très concrètes. Vous savez toujours que moi, je m'oppose au transfert parce que j'estime qu'on a tellement de besoins en prévention et que de toute façon, il faut toujours avoir de la transparence sur les risques et que quand c'est des transferts, même si c'est basé sur des calculs scientifiques, etc., permettrait d'en douter sur l'exactitude. Mais en tout cas, moi, je voudrais savoir auprès des médecins, concrètement, comment ils sont informés, justement, de ces dispositions. Et puis, on leur demande de prêter une attention forte sur les accidents ou maladies. Et on ne parle jamais, on ne fait pas d'enquête sur les accidents du lundi matin qui correspondent à des accidents de vie privée. Et ça, c'est pas déduit en fait de ce transfert, mais on en a bien évidemment. Et ensuite, là, très concrètement, moi j'ai un boucher chez moi
qui veut faire un investissement pour, notamment sur les ports de charge, donc les maladies TMS. Et la CARSAT des Hauts-de-France dit qu'elle n'a plus de fonds. Donc ni l'année dernière, ni cette année. Donc je préférerais effectivement que ce transfert ne se fasse pas et qu'on puisse vraiment accompagner justement les entreprises quand elles prêtent une attention forte justement aux maladies éventuelles à venir. Merci. Merci beaucoup. La parole à Raymonde Poncet-Monge. Merci, Monsieur le Président. Alors moi, j'ai un avis tout à fait différent de ma collègue précédente. Qu'est-ce que ça dit? Bon, allez-y. Bon, je continue. Et il y a quand même quelque chose dont on ne peut pas douter, on ne peut pas dire que quand même la commission, c'est un peu n'importe quoi, on ne sait pas trop comment arrive le chiffre. Enfin, à l'audition, ils ont bien dit, c'est 16 personnes d'une expertise quand même non contestable. Et donc, le problème, vous l'avez dit, Madame la Ministre, s'il n'y avait pas cette sous-évaluation, bon, vous n'êtes pas ministre, bien, c'est très il y aurait effectivement, la branche aurait des dépenses en risque et en prestations. C'est-à-dire que si cette sous-déclaration qui est quand même expertisée et qui est reconnue de façon scientifique, quand même avec un travail épistémologique très important des experts médicaux de haut vol, etc., eh bien ça tomberait sur la branche. Et si ça tombait sur la branche, ça tomberait pas du tout à hauteur de 1,6 milliard. Parce que je rappelle quand même que pour la première fois, on ne prend pas la fourchette basse. Hein, c'est la première fois et c'est vraiment pour bien limiter le problème. C'est que la fourchette basse, elle est quand même là, moi je pense, très incontestable. Et elle est sous-estimée, y compris cette fourchette basse, puisqu'en fin de compte, les experts ne raisonnent que sur des pathologies définies. Ils ont une liste de pathologies, le cancer, cardio, mais ils ne prennent pas toutes les pathologies, ils l'ont bien dit, et ils viennent juste d'introduire les risques psychosociaux en cas de dépression sévère, ce qui ne prend même pas la montée des... On le connaît, les premiers arrêts maladie, aujourd'hui, ils sont psychosociaux, d'origine psychosociale. Donc, il y a un périmètre super limité. Ce périmètre aussi, je dis bien, 1,2 milliard ou 1,6 milliard, c'est au coût de l'assurance maladie. C'est-à-dire que si c'était dans la branche AT, ça serait à 100%. Donc vous pouvez faire une règle de 3 déjà si on l'évaluait, la commission l'a bien dit, qu'il l'évaluait à l'assurance maladie, mais qu'il ne l'évaluait pas au coût de l'accident de travail. Et moi, ce que je voudrais dire quand même, il ne faut quand même pas oublier que ça prive tous les salariés concernés par ce sous-évaluation de leurs droits. De leurs droits déjà dans une indemnité à 100%. Donc vraiment, et je pense, moi, différemment de vous, je pense que si on appliquait vraiment le coût et au coût de l'AT, en prenant, mettons, une évaluation moyenne, sur la branche de l'AT, eh bien, il y aurait plus de prévention. Parce qu'il y aurait une réalité, elle est sous-estimée cette réalité, elle est fictive. Mettre 1,6 milliard alors que la fourchette va jusqu'à 3,6 milliards, je l'ai dit, sur des pathologies limitées, sur une évaluation au taux de l'AM et pas au taux, c'est vraiment minorer complètement, je dis, la responsabilité des employeurs de la branche dans ce phénomène de sous-déclaration, dont je rappelle qu'il y a des entreprises qui font des primes à la sous-évaluation. Parce que le collectif, s'il n'a pas d'accident de travail dans l'année, il a une prime. Alors, l'individu de ce collectif, s'il veut déclarer un AT, les autres, ils lui disent « Attends, la prime, elle va sauter, etc. » Donc, il y a des véritables comportements de sous-évaluation. Et là, moi, je suis un peu étonnée. Madame la ministre, la question à ce propos, c'est que la commission... Ah oui, vous n'êtes pas ministre. Oui, toujours pas ministre. Bon, si d'ici la fin de mon intervention, je vais peut-être être... voilà. Qu'en est-il
du suivi des recommandations de cette commission. Parce qu'elle ne fait pas simplement ce travail d'évaluation. Elle a, paraît-il, 16 pages de recommandations. Et elle le dit elle-même, elles ne sont pas prises en compte. Hein. C'est-à-dire qu'on peut lutter contre la sous-déclaration, et ça très bien, ça responsabilisera les employeurs, mais il n'y a rien. Et la Commission vous propose, moi je ne sais pas si on pourra faire un amendement là-dessus, mais tous les ans, de faire un rapport d'étape. La Commission, elle est disponible sur le suivi des recommandations. Ça serait mieux que de dire s'ils avaient l'argent, ils feraient de la prévention, puisque de l'argent, la Caisse en a eu, et ils n'ont pas fait de prévention. Donc plutôt des recommandations, ça serait intéressant. Sur l'article 24, c'est le deuxième point, je vais essayer d'être rapide. Si on est passé... Ben oui, mais que voulez-vous, quand on travaille beaucoup les textes, on a beaucoup de choses à en dire. Si on est passé de l'article 39 à l'article 24, je voudrais quand même signaler que c'est grâce à l'alerte des associations de victimes. Les associations de victimes, l'année dernière, l'Andeva, la FNAT, etc., n'auraient pas alerté, tout passait. Personne ne s'inquiétait, et pas même les organisations syndicales qui n'avaient pas vu un certain nombre de problèmes. Aussi, moi, je pense, puisqu'ils avaient tous signé le relevé de décision à l'époque, je pense que c'est la raison pour laquelle je trouve qu'ils ont leur place légitime à être représentés dans la commission des... Je ne sais plus comment elle s'appelle. Bref, voilà. Bien entendu, en voie consultative, on ne va pas casser le paritarisme, c'est 50-50, d'accord. Mais reconnaître qu'ils ont été à l'origine de l'alerte et donc qu'ils ont une expertise, peut-être sur 2-3% des cas, mais une expertise réelle que n'ont pas et ne peuvent pas avoir les organisations syndicales, c'est, moi je pense, les reconnaître dans les actions. Et une deuxième question que je voudrais vous poser, et c'est la dernière, c'est par rapport à ce qu'on dit qu'effectivement, il faudrait que la part fonctionnelle soit payée en capital. Vous l'avez signalé, madame, je sais, hein, voilà. La Caisse le reçoit en capital. Les employeurs sont à 95% assurés et le versent immédiatement en capital. Alors pourquoi on irait après en rente ? Voilà. Alors, si on fait un amendement, on nous a opposé que l'article 40 allait nous dire que ça n'allait pas, parce que, y compris, il y a un effet de trésorerie. Bon, j'ai appris ça. Hein. L'article 40 est formidable. On apprend tous les jours. Et donc, un effet de trésorerie, c'est pas banal, quoi. La Caisse a le capital, elle le donne sous forme de rente. Et après, si on met un amendement pour que ça soit versé en capital, comme les accidentés de la vie, il n'y a pas de raison que ça soit moins que les accidentés de la vie, on dit qu'il y a un effet de trésorerie. Donc moi, je demande vraiment qu'on lève cela et qu'on puisse effectivement verser en capital, et en capital, non pas par le juge, qui le décidera devant la situation, comme je crois les amendements qui se préparent, mais selon l'avis de la victime. La victime, elle doit pouvoir dire « je préfère en capital » ou « je préfère en rente ». Donc, merci beaucoup. Et celui-là, pas d'article 40 sur les faits de trésorerie. Merci beaucoup. Je donne la parole à Frédérique Puissat maintenant. Oui, merci Monsieur le Président. On le voit bien dans les différentes interventions des uns et des autres, et j'avais préparé une intervention plus musclée, puis finalement Raymond m'a fait baisser la tension. Comme quoi ça a aussi du bon, les interventions des uns et des autres, mais on le voit bien que cet aspect de sous-déclaration, pour certains il est trop, pour d'autres il est trop bas. Pour certains, il est aussi insupportable, je vous le dis, parce que depuis le temps qu'on entend cette petite musique, on se pose quand même un certain nombre de questions. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce PLFSS et ce PLF 2025 ont peut-être été montés dans l'urgence, peut-être. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce sont des budgets qui sont marqués par un souci de réduire la dépense publique. Donc, ma question est la suivante. Le Premier ministre a effectivement bien marqué le fait qu'après ce PLF, il nous faudrait une ligne d'horizon. Est-ce que vous ne pensez pas qu'effectivement, si on veut réduire
et faire accepter cette réduction de dépenses publiques, il nous faut plus de lisibilité, plus de clarté, et que du coup, on ait peut-être une comptabilité de l'ordre de l'analytique pour la dépense publique qui nous permettrait d'éviter ces transferts et peut-être des discussions qui ne sont pas, à mon avis, sur cet enjeu-là, à la hauteur de l'enjeu, parce qu'effectivement, la prévention et les problématiques d'accident du travail sont plus importants que des problématiques de transfert de fonds. Merci. La parole à Marion Cavaillès. Merci. Deux questions, Madame, s'il vous plaît. L'Institut chargé de la prévention des risques professionnels a connu quelques difficultés lors des négociations et jusqu'à l'aboutissement des discussions relatives à la convention d'objectifs et de gestion. On est quand même toutes et tous très concernés par les moyens qui seront alloués à la prévention, puisque c'est ce qui permettrait de faire baisser les enveloppes budgétaires. Et ça, c'est important. Pourtant, l'INRS n'a pas eu les moyens qui avaient été escomptés, même si la problématique a été contenue. Donc la première question, c'est ce sujet de la prévention. Il y a des acteurs clés que sont par exemple cet institut. J'aimerais votre avis là-dessus. Et puis j'aimerais vous parler des services du contrôle médical, puisqu'il va y avoir vraisemblablement devrait être dissous dans les caisses primaires d'assurance maladie. Aujourd'hui, ce service du contrôle médical, il était quand même un peu partout dans nos territoires, reconnu, avec une indépendance des médecins par rapport à ces caisses primaires d'assurance maladie. Quelle est votre vision du coup du rôle de ces services du contrôle médical et de la modification à venir, et est-ce qu'il est possible d'envisager de revoir éventuellement cette décision qui a été prise et qui devrait être effective à partir d'avril 2025? Merci beaucoup. Marie-Do Schliemann. Merci, Monsieur le Président. Madame la directrice, au vu des enjeux financiers, je pense que nous sommes tous d'accord sur la nécessité de favoriser le développement d'une culture de la prévention. Et je vais me rapprocher. Je disais qu'au vu des enjeux financiers, je crois que nous sommes tous d'accord sur la nécessité de favoriser une culture de la prévention. Il y a un document qui est important, enfin un élément objectif qui est important, c'est le document UNIT d'évaluation des risques professionnels. Et d'après les informations que j'ai obtenues, il semblerait que les petites entreprises, les TPE et les PME, rencontrent des difficultés pour renseigner ce document et qu'il y a une tendance à l'externalisation du renseignement de ce document qui est obligatoire. Je voudrais savoir si vous avez prévu des mesures ou des dispositions particulières pour mieux les aider à faire face à cette obligation, de façon à ce que les risques professionnels soient mieux contenus. Enfin, il y a aussi une approche qui peut être territoriale et sectorielle quant à la prévention des risques. On sait que, notamment dans le secteur du BTP, il y a davantage de risques et d'accidents du travail. Mais il ne faut pas oublier aussi une autre approche qui est l'approche populationnelle, avec un constat ces dernières années d'une recrudescence d'accidents du travail, notamment mortels, qui visent les intérimaires d'une part, mais aussi les jeunes dans le cadre de leur insertion professionnelle, dans leur premier pas dans le monde professionnel. Et puis aussi, donc ça c'est sur le plan des accidents du travail, et en matière de maladies professionnelles pour les femmes, notamment la question des troubles musculo-squelettiques. Donc je voulais savoir sur ces aspects plus populationnels, quelles étaient vos prévisions pour l'année 2025. Merci beaucoup. Et donc je donne la parole à Khalifé. Merci, Monsieur le Président, Madame la Directrice. Ma question est un peu borderline, mais comme sur le sujet en tout cas, mais comme vous l'avez évoqué, je voulais revenir sur les risques psychosociaux et comment vous les rattachez à ces maladies professionnelles en général. C'est ma première question. Et comment vous faites, là je rejoins mes collègues sur la prévention, sachant que beaucoup de fondations se font aujourd'hui, il y en a une dans mon département, qui ont comme vocation d'aider les entreprises, grâce à des fonds privés, de promouvoir le bien-être au travail en général et bien sûr salles de sport dans les entreprises,
vacations de psychologues, etc. Donc comment vous voyez cet aspect-là, sachant que les limites entre les accidents de travail et les maladies professionnelles sont à définir aussi. Merci. Merci beaucoup. Donc, il n'y a plus de prise de parole, Madame la Directrice. Tranquillement, point à point, je vous laisse répondre à l'ensemble des questions qui ont été posées. Merci, Monsieur le Président. Alors, effectivement, je vais essayer de regrouper un petit peu les questions sur les différentes thématiques et n'hésitez pas à me signaler si j'oublie d'ailleurs des choses. Et merci pour ces questions nombreuses. Peut-être sur l'aspect prévention, effectivement, qui rencontre un certain nombre de vos préoccupations bien évidentes. Alors, sur l'indicateur qui est de dire, voilà, on est aujourd'hui à 3,5% des moyens consacrés à la prévention, il faudrait qu'on passe à 7 ou 9, ou voilà, j'avoue ne pas être très à l'aise avec ce concept-là. Je ne sais pas pourquoi on devrait être à 4%, à 5%, à 7%, selon quel référentiel, mais j'ai bien lu effectivement le rapport sur ce point et pourquoi pas effectivement se donner une cible de volume de moyens. Je pense qu'on est quand même dans un environnement économique et financier relativement contraint, donc je ne suis pas sûre que utiliser ce seul critère-là. En tout cas, voilà, je partage modérément, on va dire, ce critère-là. Pour autant, on a quand même, et je le disais dans mes propos introductifs, une COG AT-MP qui porte une augmentation des moyens en prévention et donc des moyens de la branche, hein, puisqu'on a une augmentation de 12 ou 13% du nombre de préventeurs sur le terrain, donc des ingénieurs conseils et des contrôleurs de sécurité de la branche qui peuvent accompagner les entreprises. Et en général, on fait du ciblage vers les entreprises qui en ont le plus besoin, au sein desquelles la sinistralité est la plus élevée. Donc on a une augmentation d'ici 2028, fin de notre COG, du nombre de ressources humaines, hein, sur ces emplois-là. On a également une augmentation des crédits d'aide financière directe aux entreprises qui vont permettre de cofinancer des achats de matériel, de formation, des actions de sensibilisation. Sans parler du fonds d'investissement pour la prévention que j'ai déjà évoqué ici, qui est ciblé sur les facteurs de risque ergonomiques et qui lui aussi est largement doté. Donc on est quand même passé d'une branche qui avait des aides financières aux entreprises à peu près autour de 50 millions par an en 2014 à aujourd'hui 120 millions d'euros sur le fonds de la branche, plus 200 millions sur le FIPU. Donc on a quand même une augmentation des moyens consacrés à la prévention, qui me semble vraiment très significative. Et vous évoquiez, Madame, le budget de l'INRS, qui n'a effectivement pas obtenu les moyens qu'ils escomptaient. Au demeurant, on est quand même passé à une augmentation de leur budget annuel de plus de 15%, avec un passage de 79 millions d'euros par an jusqu'en 2022 à 90,9 millions d'euros par an d'ici 2028. Ça me semble être honnêtement voilà, une part consacrée, ou en tout cas un investissement en prévention, puisque c'est la raison d'être de l'INRS, en prévention des risques professionnels, qui me semble au demeurant tout à fait significative. Il était évoqué effectivement les approches et la difficulté de favoriser cette diffusion de la culture de la prévention. On sait bien que c'est des investissements de long terme, ça ne se fait pas en one shot, il ne suffit pas de contribuer à acheter un équipement individuel pour se dire qu'on a marqué des points en prévention. On est sur comme vous l'évoquiez les uns les autres, sur une culture de la prévention. Donc c'est un peu plus compliqué, mais il faut aussi passer par des choses très, très concrètes, me semble-t-il. Et c'est d'autant plus difficile vis-à-vis des TPE ou des PME que vous évoquiez, Madame, vous avez raison, pour une raison simple, ou pour deux raisons simples peut-être. Sur les plus petites entreprises, la tarification ou le calcul de leur taux de cotisation est collectif et donc n'a aucun rapport avec leur sinistralité réelle. Donc c'est assez compliqué et du coup la tarification ou le calcul du taux, qui normalement est quand même le premier levier en prévention, on sait tous que ça fonctionne, voilà, ne fonctionne pas pour les plus petites entreprises. C'est heureux au regard de leur équilibre financier, parce qu'évidemment, elles ne pourraient pas supporter de se voir tarifer les conséquences réelles des dépenses de santé d'un accident grave. Mais pour autant, on décorrèle du coup complètement ce calcul du taux ou de l'intérêt financier vertueux qu'il pourrait y avoir à diminuer le nombre de sinistres. Et puis deuxième raison, évidemment, la fréquence des sinistres. Plus une entreprise est petite, je vais dire une lapalissade, vous m'en excuserez, moins elle a d'accidents. Et donc une entreprise qui a 4 salariés, elle a en moyenne un accident de travail tous les 10 ans.
Donc de fait, sensibiliser cette entreprise-là aux conséquences désastreuses d'un accident de travail qu'elle ne verra déjà d'ailleurs peut-être jamais parce que le turnover des petites entreprises est souvent inférieur à ce délai, voilà, et est évidemment une complexité pour nos préventeurs et pour porter les messages de prévention. Et vous avez raison d'évoquer qu'il existe des outils comme le document unique d'évaluation des risques professionnels qui normalement s'impose à tous, mais qui est effectivement difficile à réaliser quand on est une petite entreprise parce qu'on est, voilà, pour les raisons que j'évoquais, peu sensibilisé à la prévention. Alors, pour le coup, on essaye de travailler, la branche AT-MP propose des outils vers les TPE qui soient accessibles en ligne, réalisables à n'importe quelle heure, parce qu'évidemment, on sait bien qu'un chef d'entreprise, de petite entreprise, travaille entre 8h et 17h et donc n'est pas disponible pour investir les démarches administratives. Ça se conçoit aisément et donc on met à disposition des TPE des boîtes à outils, en fait, avec des documentations sur le risque. Tout ça est sur Amélie Entreprise. Il faut le faire savoir un peu plus. Il faut qu'on développe, et on a ceci sur nos épaules en tout cas, hein, il faut qu'on développe nos modes de communication spécifiques pour les TPE, en passant plus par les réseaux sociaux par exemple. Ça fait partie des pistes de développement que nous avons, et qu'on offre des produits adaptés. Et nous avons par exemple en ligne un outil qui s'appelle OIRA, ce qui est très laid, pardon. C'est un outil d'évaluation qui d'ailleurs est un outil réalisé à l'échelle européenne, que nous avons repris, qui est une évaluation que le chef d'entreprise peut faire en ligne, qui est très simplifiée, qui est vraiment à disposition des petites entreprises et qui existe pour un certain nombre de métiers. Donc il y a un outil générique, puis il y a des outils par métier pour que les chefs d'entreprise s'y retrouvent. Et une fois qu'on a rempli ce questionnaire en ligne, eh bien finalement le livrable, c'est le DU. Donc on sait faire un DU sans avoir besoin de payer ou de faire appel à des consultants extérieurs. Ça reste simple et ça reste une démarche simple, mais c'est ce qui nous permet en tout cas de bons critères pour faire passer des outils qui fonctionnent. Voilà. Et on a aujourd'hui à peu près 30 000 outils d'évaluation comme ça qui sont produits chaque année. Bon, ça fait partie des pistes de développement. Je ne dis pas que l'affaire est réglée parce qu'il faut aller évidemment toujours plus loin sur ces sujets-là, mais c'est effectivement une préoccupation. De la même manière, vous l'évoquez, les approches sectorielles. Alors, on a des secteurs qui sont aujourd'hui très sinistrogènes, pardon là aussi pour le terme, le BTP que vous évoquiez, mais aussi l'intérim et aussi le secteur médico-social. Ce sont les trois secteurs qui aujourd'hui drainent une expansion du nombre d'accidents de travail, alors soit fréquents, soit graves. Et pour lesquels nous avons développé des programmes de prévention particuliers. Je vous renvoie en cela à la COGE AT-MP, puisqu'on a voilà, des démarches sectorielles qui sont prévues et déjà en place. Là aussi, peut-être une remarque un peu périphérique, mais intéressante, qui passe aussi par la tarification. C'est le cas de l'intérim. Il y a eu en avril une réforme de la tarification de l'intérim. On espère aussi que ce soit une façon de rendre la tarification incitative à la prévention pour les entreprises utilisatrices en particulier. Et nous avons également fait des études genrées sur la sinistralité des femmes. Et ces études, là aussi peut-être sans y revenir en détail, mais sont disponibles en publication dans le rapport annuel de la branche qui va sortir dans les semaines qui viennent. Je me permets de vous y renvoyer. Vous évoquiez, monsieur, sur les risques psychosociaux, la difficulté effectivement à avoir des démarches de prévention. Vous avez raison, c'est effectivement un risque plus difficile à appréhender que les risques mécaniques ou physiques. Il existe plusieurs possibilités au demeurant d'investir pour les entreprises. Vous évoquiez des offres de services. Il y a notamment des offres de consultants qui existent sur ce sujet. Et un certain nombre de régions ont fait des référencements avec les DRETS, enfin avec la DGT. Nous avons référencé, les CARSAT ont référencé des consultants qui sont labellisés quelque part pour pouvoir aider les entreprises à déployer un plan de prévention sur les risques psychosociaux. Et puis, il existe quand même une documentation, et je vous renvoie sur le site de l'INRS, justement, sur ces sujets-là, qui est accessible à toutes les entreprises et qui met en ligne et propose des démarches outillées et des méthodes pour mettre en œuvre des démarches de prévention des risques psychosociaux. Alors, ça peut commencer par le bien-être au travail que vous évoquiez. Quand on est sur les risques psychosociaux, on est quand même sur des choses qui sont un peu plus lourdes que le bien-être au travail ou le sport en entreprise, même si, évidemment, ça participe d'une bonne santé générale. Et puis, on a maintenant une littérature qui a quand même documenté
les critères organisationnels qui peuvent permettre aux entreprises de s'interroger sur le niveau de RPS connu en leur sein. Je pense au rapport Golac, par exemple, qui définit 6 critères selon que vous avez des activités au sein de votre entreprise, de relations avec le public, de pression sur les cadences. Enfin, il y a des choses qui sont aujourd'hui documentées et décrites qui peuvent être autant d'aides pour les entreprises. Et puis ensuite, des programmes et des méthodes de prévention qui existent, et via le site de l'INRS en particulier, mais via les CARSAT, évidemment aussi, si des entreprises ont des interrogations sur ce point. C'est également le cas de s'adresser aux caisses régionales pour les sujets d'aide financière aux entreprises que vous évoquiez, madame. Alors, je ne connais pas la situation de votre boucher précisément, mais bien sûr, on peut en reparler si vous le souhaitez derrière, et puis on peut être sollicité. Parce que la répartition, en fait, sur le territoire. Ouais. Parce que je crois qu'il y a un sujet, en fait, dans les Hauts-de-France, qui ont moins de moyens qu'ailleurs, a priori. Alors aujourd'hui, la répartition des fonds se fait selon la sinistralité régionale. Donc on prend les clés de répartition, c'est assez simple, selon la sinistralité régionale. Après, il peut arriver qu'il y ait des relais particulièrement dynamiques sur certaines régions qui font que les entreprises vont plus demander qu'ailleurs. Ça, effectivement, on le maîtrise moins dans la répartition des fonds. Pour autant, aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'on ait un retour de budget achevé. Il faut quand même rappeler qu'on était jusqu'à juillet de cette année sur des dispositions budgétaires transitoires dans l'attente de la COG, et donc on ne fonctionnait qu'avec 80% de notre budget, les CARSAT aussi. Donc ceci explique peut-être cela, mais je ne sais pas quelle est la situation précise. Mais jusqu'en juillet, ce ne serait pas effectivement étonnant qu'il y ait pu y avoir des sujets budgétaires. Je pense avoir à peu près couvert les sujets de prévention. Il reste des sujets, alors autour de la sous-déclaration, je reviendrai peut-être un peu moins sur les aspects déclaration, mais peut-être vous dire sur les points qui ont été évoqués que certes, effectivement, vous avez raison, nous nous emparons aussi des rapports de la commission sous déclaration qui fait également des préconisations, et j'ai tendance à dire que du côté de la Caisse nationale d'assurance maladie, ce sont surtout ces préconisations-là que nous regardons, et nous déployons des plans d'action en conséquence. Il se trouve que sur la précédente période triennale des conclusions et des préconisations de la commission sous déclaration, on a été très bouleversé par la crise sanitaire, et un certain nombre d'actions que nous voulions mettre en place, notamment avec le service médical de l'assurance maladie, n'ont pas trouvé leur place entre 2020 et 2022 pour les raisons assez évidentes. Fort des recommandations de la commission de cette année, nous repartons sur notre plan d'action. Nous avons évidemment des efforts à faire sur la formation des médecins, c'est ce qui a été dit, et ça fait partie des plans d'action de la CNAM sur ces sujets-là. Aujourd'hui, la sensibilisation au risque professionnel est faite au niveau du 3e cycle des études de médecine. C'est franchement trop tôt. On a face à nous un public de futurs médecins qui n'a pas encore pratiqué, qui verra demain très peu, et heureusement, de salariés victimes d'accidents de travail et de maladies professionnelles dans leur patientèle. Donc nous devons être beaucoup plus présents dans la formation continue plutôt que dans la formation initiale. Donc ce sont des choses qu'on a diagnostiquées. Il faut qu'on travaille les informations régulières, et on prend des engagements là-dessus vis-à-vis notamment de nos canaux propriétaires de l'assurance maladie. Je pense qu'à Amélie, professionnelle de santé, qui est une source d'information pour les médecins. Donc il faut qu'on soit plus régulier, mais c'est devant nous, mais c'est bien dans notre plan d'action. C'est le cas vis-à-vis des assurés aussi. La formation est difficile vis-à-vis des assurés sur ces sujets-là. La déclaration de maladie professionnelle, elle est souvent vécue comme le parcours du combattant. On l'a beaucoup entendu, et c'est une réalité. Donc là aussi, nous réfléchissons, nous travaillons. Nous avons commencé à réfléchir avec les partenaires sociaux sur des modalités de simplification de la procédure déclarative. Aujourd'hui, il faut une déclaration administrative, il faut un certificat médical initial par le médecin, il faut parfois des examens complémentaires. C'est compliqué de rassembler tous ces éléments-là pour des assurés qui sont parfois âgés, parfois malades depuis longtemps, quand on parle de cancer professionnel par exemple. Donc on a des actions qui démarrent, qui s'expérimentent pour mieux détecter l'origine professionnelle des maladies. On a des patients qui sont en affection de longue durée. Parfois, on peut s'interroger sur l'origine professionnelle de ces affections de longue durée dans le versant assurance maladie. Donc on a des liens à faire. Donc on est bien sur ces sujets de diagnostic. Ce sont des sujets un peu de long terme, mais qui nous préoccupent beaucoup, y compris les partenaires sociaux de la branche, puisque là aussi, dans la COG, nous avons listé les actions à développer sur ces sujets de meilleure détection et de meilleur accompagnement aussi des assurés qui déclarent, qui peuvent être un peu perdus par rapport à nos procédures. J'accélère.
C'est ça? Je conclue. Il faut que je devais me faire remplacer puisque je ne dois pas. Pardon, je vous en prie. Non, non, D'accord. je vous en prie. Je vous en prie, Monsieur le Président. Voilà, je demandais à mon vice-président de prendre la suite. D'accord. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Je vais continuer dans les... Merci beaucoup, mais je vais m'approcher de la fin, je vous rassure. Peut-être évoquer aussi sur la partie réparation, pardon. Vous évoquiez une mesure effectivement qui est dans l'ANI de 2023 sur la baisse du seuil d'incapacité permanente pour pouvoir bénéficier d'un accès au C2RMP, donc pour la reconnaissance par voie complémentaire des maladies professionnelles. C'est bien une mesure que nous avons toujours sur la table. Elle n'est pas du tout abandonnée. Elle est d'ailleurs réinscrite dans la COG qui vient d'être signée. Donc elle est bien dans notre programme de travail à nous, CNAM, mais aussi partenaires sociaux et direction de la sécurité sociale, donc d'ici 2028. Elle n'est pas aujourd'hui planifiée en termes de transcription, mais elle est bien prévue. J'évoquerai juste le fait qu'une baisse de 25 à 20%, qui est aujourd'hui la mesure prévue, est une baisse relativement faible, puisqu'il s'agit d'une évaluation médicale de l'incapacité. Cette évaluation médicale, par définition, elle est liée à la situation très individuelle de l'assuré victime, de l'évaluation faite par le médecin. Donc c'est une évaluation médicale qui, par définition, ne relève pas d'un algorithme précis entre 25% et 20%. La différence d'accès aux droits qu'on en attend est relativement modeste, à mon sens, pour autant. Voilà. Mais c'est bien une mesure qui reste tout à fait sur la table. Il était évoqué également l'attention à un effet de trésorerie dans le versement en capital de tout ou partie de l'indemnisation de l'incapacité permanente. Alors je vous rejoins, c'est effectivement un sujet qu'il faut prendre en compte. Je n'ai pas à ce stade de solution ou de décision sur ce point-là. Il faut effectivement l'intégrer. L'effet de trésorerie peut jouer dans les deux sens d'ailleurs, y compris quand le temps que la CEPAM reverse ce capital ou le récupère. Bon, il est à prendre en compte, c'est un fait, mais c'est plutôt de l'ordre du constat. Je vous rejoins sur le fait que laisser le juge décider de cette capitalisation peut avoir un côté long déjà en termes de décision et qui ne nous convient pas forcément non plus. Donc je suis d'accord avec vous sur ce point-là. Je pense qu'il faut prendre en compte les situations individuelles, mais trouver aussi des règles qui permettent de transposer, ce qui est le propre quand même d'un travail d'une mission de service public, de pouvoir transposer aussi pour le grand nombre en équité, donc avec des règles qui soient plutôt objectives. Renvoyer au juge serait peut-être un dernier recours qui serait peut-être un peu complexe dans l'application au final de la mesure. Voilà. Et puis enfin, vous évoquiez sur la sous-déclaration la possibilité de mettre en place une comptabilité analytique en matière de prévention. Moi, ça me semble une idée effectivement intéressante qui permettrait de sortir peut-être ou de prendre un autre chemin sur ces problématiques. Pour autant, attention à bien embarquer, et le travail semble assez énorme, l'ensemble des acteurs en prévention, puisque de fait, le niveau 1 de prévention des risques professionnels au pied de chaque entreprise, c'est la médecine du travail, c'est la santé au travail au sens large. La branche AT-MP n'est pas, et de loin, le seul acteur sur ce champ. Voilà. Et puis, oui, pardon, merci du petit rappel. Effectivement, vous évoquiez la présence des associations de victimes à la commission des garanties. C'est un sujet effectivement qui est sur la table, alors qui ne relève pas de la décision de la Caisse nationale d'assurance maladie, mais voilà, je ne suis pas ministre. C'est ça, je finirai là-dessus. Merci beaucoup. Merci, madame. La parole est à monsieur Théophile. Et donc, sur les champs comme les travaux publics énormes, surtout aussi dans les établissements de santé, et dans la modification, en tout cas, il serait intéressant de savoir dans la tarification AT-MP qui sera appliquée pour éviter de pénaliser ces entreprises d'outre-mer et encourager la prévention. Quelle stratégie que vous allez adopter pour ne pas subir encore des doubles peines? Je pense que c'est la seule question. Oui.
Alors oui, vous avez raison, sur une situation, la situation particulière de l'outre-mer. Alors particulière, oui et non, parce que de fait, les secteurs les plus sinistrogènes que vous évoquez sont aussi ceux du territoire métropolitain et malheureusement, il n'y a pas de spécificité, j'ai envie de dire, sur ce sujet-là. Le secteur du BTP ou le secteur du médico-social sont des secteurs sur lesquels il y a effectivement une forte sinistralité, alors qu'il y a des caractéristiques un peu différentes. Hein. Sur le secteur médico-social, on est sur des accidents de travail très fréquents. Sur le secteur du BTP, évidemment, lorsque l'accident de travail survient, il est souvent très grave. Hein. Donc on n'a pas tout à fait les mêmes caractères pour autant. Et les chantiers, notamment de travaux publics en Outre-mer, sont particulièrement importants sur ce sujet-là. Alors peut-être deux choses. D'une part, ce sont deux secteurs sur lesquels vous évoquez la tarification potentiellement lourde, mais ce sont deux secteurs qui connaissent aujourd'hui réglementairement des dispositifs dérogatoires en matière de tarification et qui justement ne se voient déjà aujourd'hui pas appliquer le droit commun ou la répercussion complète des dépenses de santé engendrées par ces sinistres sur leur taux de cotisation. L'un comme l'autre ont des dispositifs dérogatoires relativement significatifs. Alors ce qui est évidemment alors ce qui est bien, j'ai envie de dire, et sans doute qui permet aux entreprises d'absorber cette tarification, ce qui devient plus compliqué quand on est préventeur pour aller trouver des incitations à la prévention, puisque de fait il n'y a pas un regard miroir sur le taux de cotisation, ou en tout cas on n'a pas l'argument de faire baisser ce taux plus facilement en diminuant le nombre de sinistres. Pour autant, là aussi, que ce soit sur le secteur du BTP, de la construction en général ou sur le secteur médico-social, nous développons des programmes très adaptés à ces entreprises qui commencent par une évaluation et un diagnostic avec l'accompagnement des préventeurs sur le terrain. Et les CGSS contribuent largement au réseau ATMP sur ce sujet-là, avec une possibilité d'être accompagnés humainement, accompagnés financièrement avec des aides directes en entreprise. Et on a un programme, au moins pour les troubles musculo-squelettiques, qui s'appelle TMS Pro, qui est un programme qui se déploie depuis maintenant une dizaine d'années, donc sur lequel on a du recul. Et on sait dire aujourd'hui que les entreprises qui rentrent dans ce programme TMS Pro font baisser leur sinistralité. Donc on sait objectiver, on va dire, un impact de cet investissement, parce que c'est un investissement pour l'entreprise en prévention, c'est évident, mais ça vaut le coup au regard des dépenses de santé derrière et évidemment de la santé des salariés au final. Bien, merci madame. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions, donc notre audition est terminée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, j'ai oublié quelque chose. Oui, excusez-moi, les services du contrôle médical, votre philosophie, pardon. Avec toute excuse, c'était le dernier point. Alors, je crois que vous auditionnez prochainement Thomas Fatome, donc il sera évidemment plus à même que moi de répondre sur ce point. Pour autant, évidemment que l'indemnisation et la réparation AT-MP reposent beaucoup sur le service médical de l'assurance maladie, puisque ce sont des processus médico-administratifs et tout part de l'évaluation par le service médical de l'incapacité permanente. Il contribue également à l'évaluation et au contrôle de l'incapacité temporaire. Vous évoquez l'indépendance du service médical, mais qui reste, à mon sens, préservée dans l'organisation qui est proposée. Le service médical était quand même rattaché, en tout cas l'est jusqu'à présent, à la Caisse nationale d'assurance maladie. Ce n'était pas une entité complètement indépendante. Donc il sera demain intégré aux caisses primaires d'assurance maladie, mais encore une fois, il n'était pas indépendant. Il ne l'est pas déjà aujourd'hui dans le statut et l'organisation. Ce sera le cas demain de la même manière. Pour autant, il y a une commission qui va se mettre en place pour garantir l'indépendance de l'activité, puisque j'imagine que c'est ce que vous aviez derrière. Donc ça n'est pas un sujet inquiétant, en tout cas pour nous, au regard des instructions et des processus médico-administratifs des AT-MP. La réforme de la rente que nous avons évoquée avec l'article 24 de ce PLFSS va largement s'appuyer, bien sûr, sur les compétences des médecins conseils de l'assurance maladie. Nous le travaillons en ce sens et nous l'accompagnerons en ce sens. Donc voilà, pour nous, en tout cas du côté des AT-MP, il n'y a pas de spécificité par rapport à cette organisation du service médical qui saura rencontrer nos besoins dans l'organisation demain. Merci. S'il n'y a plus d'autres questions, nous vous remercions, madame, pour le... Merci.